Au Japon, la controverse fait rage. Par 26 mètres de fond, dans une zone nommée Yonaguni, gisent d'imposants monuments qui pourraient apporter la preuve que des cités entières ont été englouties. Ces degrés monumentaux sont-ils les éléments d'un édifice qui faisait partie d'un grand ensemble de temples et d'habitations à présent sous la mer? Une gigantesque métropole bâtie voici 10 000 ans. Ce serait alors la première ville que l'homme ait jamais construite. Et si ses habitants ont été capables de réaliser un tel prodige, quel secret recèle encore les profondeurs? C'est en 1985 que des plongeurs découvrent de mystérieuses formations au fond de l'océan. Leur origine est une énigme. Elle déclenche une controverse entre scientifiques et archéologues. Yonaguni est soit une monstruosité de la nature, soit un prodige de l'humanité. C'est le monstre des profondeurs, le Frankenstein de l'archéologie marine. C'est le mystère absolu que jusqu'à présent personne n'a pu élucider. Il faudrait que Sherlock Holmes et Agatha Christie enfilent leur combinaison de plongée et décident d'aller inspecter le site, tellement c'est compliqué. Pour certains scientifiques qui étudient la zone, ces lignes géométriques sont la signature de l'homme. La structure pyramidale, avec de larges marches, semble avoir été conçue avec l'intention de se protéger d'éventuels ennemis. Mais le plus incroyable, c'est que certains savants sont convaincus que ces structures sous-marines datent de plusieurs milliers d'années. Elles seraient même antérieures aux pyramides de Gizeh, qui ont été achevées aux alentours de 2500 avant Jésus-Christ. La question qui se pose aux archéologues, c'est de savoir si oui ou non, il s'agit du plus ancien ensemble d'édifices qu'on ait jamais bâti dans le monde. Les archéologues des fonds marins explorent les alentours de l'île de Yonaguni au Japon, où de gigantesques formations sous-marines prouveraient que les plus anciennes superstructures fabriquées par l'homme précéderaient celles des plus grandes civilisations, celles de Rome, celles de Grèce et celles d'Égypte de plusieurs milliers d'années. Le professeur Kimura, un géologue marin, étudie le site depuis 10 ans. Il est persuadé d'avoir trouvé de nouvelles précisions sur la datation de ces superstructures. À un moment donné, on a cru qu'elle pouvait avoir 10 000 ans ou plus. Mais à présent que nous avons collecté davantage d'échantillons, j'en suis venu à penser que ces édifices ont été bâtis il y a 3 000 ou 5 000 ans. Mais d'autres chercheurs émettent des doutes sur leur ancienneté. Qu'est-ce que c'est que ce site? C'est la question à 5 millions d'euros. Il s'agit d'une découverte qui contredit tous les principes des fouilles sous-marines et des découvertes qu'on a pu faire. On a trouvé des habitats près de la préfecture de Nagasaki qui sont sous la mer et on sait ce qu'on y a trouvé, des débris de poterie et des trésors artisanaux. Le problème, c'est que sur le site du professeur Kimura, on ne trouve ni poterie ni vestiges artisanaux. Ce qui a stupéfié les scientifiques qui ont étudié le site, mais ce qui leur a aussi fait émettre des doutes sur son origine humaine, ce sont les dimensions des structures englouties. La plus grande de toutes mesure plus de 200 mètres de long sur 30 de haut. Lorsque vous descendez sur le site et que la visibilité est très bonne à Yonaguni, vous vous trouvez face à ce qui ressemble tout d'abord à une énorme pyramide au fond de l'océan. C'est un édifice de plus de 300 mètres de large, dont les flancs sont composés de degrés avec des plans horizontaux totalement plats et des contre-marches qui repartent à 90 degrés. Baptisé monument numéro 1, ou pyramide sous-marine de Yonaguni, l'édifice rappelle une pyramide à degrés et certains chercheurs sont convaincus qu'elle ressemble en plus grand au Gusuku d'Okinawa qui est toujours debout. Le Gusuku est un édifice mixte, à la fois château et temple. Pour ce qui est des châteaux d'Okinawa, il pourrait s'agir de sites sacrés, comme des tombeaux. Ce qui nous rappelle les pyramides que nous avons ici. Pour certains chercheurs, il est impensable que ces angles rectangulaires parfaits soient l'œuvre de la nature.
Quand vous examinez ces surfaces rigoureusement planes, on a un peu l'impression d'avoir affaire à un monument en creux. Et je me demande si durant la période médiévale, ce site n'était pas sur la terre ferme. Nous aurions alors affaire à une carrière dont les pierres auraient servi pour construire les châteaux d'Okinawa, ce qui aurait donné à ce site cet aspect si particulier. À mon avis, c'est une hypothèse qu'on devrait creuser. Si la théorie du professeur Kimura est exacte, le site de Yonaguni serait la preuve qu'une civilisation très sophistiquée a précédé la civilisation égyptienne, celle dont la plupart des historiens s'accordent à dire qu'elle a été la première à entreprendre la construction de temples et d'édifices monumentaux qui ont perduré dans le temps. Voici une maquette d'une portion du site à l'échelle 1/300e qui a été réalisée d'après nos excursions in situ. Vous entrez par un chemin circulaire qui fait le tour du site. Ici, le sentier grimpe et aboutit devant 2 grandes sculptures derrière le secteur des tombeaux, la partie la plus sacrée selon nous. Ce chemin circulaire, décrit par le professeur Kimura, qui fait tout le tour de l'ensemble, a intrigué les archéologues sous-marins. Sa partie la plus large mesure 17 mètres. Et au cours de leurs recherches, les scientifiques ont cru déceler les vestiges d'une porte voûtée à l'entrée. Avec son chemin de ronde qui relie entre elles toutes les structures de l'ouvrage, ce site sous-marin ressemble fort à une cité engloutie. Ce type de procédé de construction, s'il est établi qu'il est l'œuvre de l'homme, prouverait qu'a existé jadis une civilisation qui maîtrisait des techniques très en avance sur leur temps et qui ont ensuite été perdues. Chose étonnante, à 150 km au nord du site de Yonaguni, le professeur Kimura cherche d'autres vestiges d'édifices monumentaux engloutis. Sur le site de Chatan, il y a ce que nous croyons être des ruines. On les a découvertes depuis 10 ans et nous essayons de les identifier de façon certaine. Le site de Chatan est situé au large de l'île d'Okinawa, dans l'archipel japonais. Notre équipe s'est rendue sur les lieux pour filmer les structures sur site en utilisant un robot sous-marin télécommandé pour diriger la caméra sur les lieux. Une équipe de plongeurs chevronnés et de caméramans sous-marins se prépare à utiliser le NEC Plus Ultra du matériel de plongée. Le robot sous-marin télécommandé, à l'origine mis au point par la marine américaine, permet à présent aux archéologues sous-marins d'enregistrer des images en haute définition jusqu'à près de 2000 mètres de profondeur. C'est le professeur Kimura qui dirige l'opération. Reliée par une sorte de cordon ombilical, la caméra télécommandée envoie les images au bateau. Sur ce site, la visibilité est très bonne, ce qui permet aux plongeurs de procéder à une investigation complète des ruines englouties. En approchant du site, ils découvrent les structures dont ils supposent qu'elles sont l'œuvre des hommes. Sous les coquillages et le corail, les plongeurs examinent ces formations semblables à des murs. Selon le professeur Kimura, les structures qu'ils examinent sur ce site sont semblables par leur particularité de construction à celles découvertes sur la terre ferme à Shuri et Nakagusuku. Ce que nous voyons ici ressemble à un château ou à un fort. En Chine, on trouve des édifices en forme de pyramide à degrés, et cette structure s'en approche. Il y a aussi une forte similitude avec les fondations des châteaux qu'on peut voir à Shuri et à Nakagusuku. Des châteaux comme ceux-ci peuvent-ils avoir existé des milliers d'années auparavant sur les îles de l'archipel nippon et avoir ensuite sombré dans les profondeurs de l'océan? Formaient-ils la partie centrale d'une cité perdue? Les ruines de Chatan ont été submergées il y a environ 2000 ans, à l'époque où Pompéi était ensevelie lors d'une éruption du Vésuve en Méditerranée. C'est le même glissement de plaques lithosphériques. On a peine à croire que si les structures de Chatan ont sombré dans l'océan, c'est à cause d'une seule et même catastrophe planétaire qui a semé le chaos sur tout le globe. J'espère que grâce à ces travaux de recherche, nous pourrons évaluer les effets de la tectonique et du réchauffement planétaire sur la disparition de certaines civilisations. Au cours des 20 dernières années,
les archéologues et les scientifiques ont fait d'extraordinaires progrès dans l'exploration des océans. Ils ont découvert de stupéfiantes architectures sous-marines, des pyramides, des statues, des rues, des habitats qui ont bouleversé notre conception de l'histoire. Et pourtant, nous n'en sommes qu'au début. Nous croyons tout savoir de la mer, mais nous n'avons fait que commencer à gratter la surface. En fait, nous en savons plus sur la planète Mars que nous n'en savons sur les océans. Au cours du XXIe siècle, nos grandes découvertes sur l'Antiquité n'auront pas lieu sur Terre, mais au fond des mers. Qui sait si, à cause de la continuelle montée du niveau des mers due au réchauffement de la planète, nos immenses métropoles modernes ne finiront pas un jour englouties au fond des océans. Une raie manta apparaît soudain, comme pour nous guider vers ces vestiges. Au-delà des coraux, le paysage sous-marin change brusquement. Nous suivons le découvreur des fameuses ruines. Le fond de l'océan devient inégal et rocheux. Plus de 10 000 ans se sont écoulés depuis que la civilisation Mu a été balayée par des forces naturelles. Est-ce qu'il peut vraiment en rester des traces? Les ruines apparaissent enfin devant nous, majestueuses et désertes. On y reconnaît la main de l'homme. Si l'on en croit la légende, il y avait à Mu un temple à ciel ouvert, construit au sommet d'une colline, autour de laquelle étaient bâties 7 villes. Sommes-nous devant ce temple? Cette structure pourrait constituer les fondations d'une énorme construction en pierre. Mais difficile à dire aujourd'hui si les bâtisseurs empilèrent des pierres taillées ou bien découpèrent directement ces murs et ces marches dans les falaises rocheuses. On a pu lire que le peuple Mu jouissait d'une civilisation raffinée. On dit que les routes étaient pavées d'une façon si précise qu'aucune herbe ne pouvait y pousser. On pense que la technologie avancée dont ils bénéficiaient s'est propagée à travers le monde, permettant notamment la construction des pyramides en Égypte. Et quand on voit pour la première fois ces ruines impressionnantes, on le croit sans peine. Il existe de nombreuses légendes de civilisation qui ont été englouties au fond de l'océan. Mais les indices qui semblent prouver que le continent Mu a bien existé sont de plus en plus nombreux. Et la théorie du docteur Kimura, qui le situe dans les parages des îles Okinawa, apparaît vraisemblable. Des recherches sur une vaste échelle ne font que commencer. Mais nous pouvons faire confiance à Kimura pour essayer d'éclaircir l'un des plus épais mystères de notre planète. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas, au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Tao est devenu l'ami d'Esteban et de Zia. Les ancêtres de Tao seraient venus d'un lointain pays se nommant l'Empire de Mu. Lorsque tous les continents du monde étaient liés les uns aux autres, cet empire était immense et prospère. Voici la légende de l'Empire de Mu. Autant jadis il existait au milieu de l'océan Pacifique un continent aussi grand que le Nouveau Monde. La terre de Mu
comprenait 7 grandes villes. Dans chaque ville étaient bâtis des immeubles de pierre. Les habitants y menaient une vie prospère, le système d'écriture était bien développé, il permit de répandre la civilisation de Mu dans le monde entier. Mais le roi de cet empire en avait prédit l'effondrement. Peuple de Mu, s'écria-t-il, vous ne cherchez que votre bonheur. N'entendez-vous pas la colère de Dieu? Alors la terre se mit à gronder d'une façon effroyable. Elle se fendit. Et de la lave brûlante en sortit. Enfin, un raz-de-marée gigantesque engloutit la totalité de l'Empire. On trouve encore aujourd'hui, dans différentes îles du Pacifique, des vestiges du temps passé qui évoquent, de façon troublante, de mystérieuses légendes. Les Incas possédaient de nombreuses techniques que la science actuelle ne parvient pas à expliquer. Ainsi cette forteresse de pierre, construite en pleine montagne à 3600 mètres d'altitude. Comment, par exemple, les Incas ont-ils pu transporter toutes ces pierres dont les plus petites pèsent 100 tonnes? Et comment ont-ils pu assembler de façon aussi précise des blocs dont certains ont jusqu'à 10 ou 12 faces? Toute une vallée escarpée a été remblayée pour construire ce fort. Comment des pierres aussi énormes ont-elles pu être transportées au sommet du fort? Le sommet du fort est un assemblage de 6 grandes pierres. Ces pierres, on le sait, ne se trouvaient pas sur la colline au départ. Elles viennent de l'autre côté de la vallée, d'où elles ont été extraites et transportées. Et pour transporter les pierres, les Incas n'utilisaient pas d'animaux. Ils les faisaient rouler sur des troncs d'arbres. Alors que les bâtiments modernes sont détruits par les tremblements de terre, les maçonneries des Incas résistent toujours et servent de fondation aux immeubles d'aujourd'hui. Certains pensent que pour obtenir des assemblages d'une telle perfection, les Incas étaient capables de fondre la pierre. D'autres vont même jusqu'à prétendre que seuls des extraterrestres, venus de lointaines étoiles, ont pu assembler de tels monuments.